Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, là vous avez un choc et moi aussi. Enfin, je pense que le choc est plus grand pour vous que pour moi parce que pour moi ça a été mûrement réfléchi et tant attendu. Là, cette coupe de cheveux, je me suis fait couper 30 cm 2 jours après nous être mariés et oh, libération. Pour deux raisons. Déjà parce que j'en avais ras-le-bol de me voir avec les cheveux super longs qui s'en mêlaient tout le temps et que c'était une tannée à chaque fois que je devais m'en occuper. Et la seconde raison la plus importante pour moi, c'est que ma petite Louise a désormais 4 mois et demi et ça fait 3 mois et demi que je subis de plein fouet une chute de cheveux hormonale post-accouchement. Quand j'ai accouché de Marius, ça a duré 2 mois, les 2 mois les plus longs de ma vie. Et là, le record a été explosé et ça tombe encore et toujours. Et du coup, je me suis dit qu'en les coupant, eh bien, ça ne pourrait que leur faire du bien et peut-être ralentir un petit peu ce processus catastrophique qui me mine tant le moral au quotidien, mais visiblement non, toujours pas. Donc, que voulez-vous? Bref, stop les digressions. Je vous retrouve aujourd'hui dans un update lecture et je vais revenir avec vous sur mes 5 derniers livres lus. Donc, je vous parlerai, alors brièvement, parce que c'est une relecture, mais du premier tome de la série Les Cartographes. Je vous dirai aussi ce que j'ai pensé du Entre-deux mondes d'Olivier Norek. Je vous parlerai du livre Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je vous dirai également ce que j'ai pensé du tome 3 de la série Kéléana. Et pour finir, eh bien, je vous livrerai mon avis sur le deuxième tome de la série Cassidy Blake. Alors du coup, on part sur le premier tome de Les Cartographes, donc c'est un livre écrit par S.E. Grove. C'est sorti aux éditions Nathan et c'est un livre que j'ai lu pour la première fois il y a au moins 2 ans. Je ressentais le besoin de le relire cette année avant d'aller vers le tome 2 et le troisième et dernier tome de cette trilogie. Tout simplement parce que c'est un récit absolument génial, mais en revanche il est très complexe et j'ai eu la sensation de ne pas être bien concentrée lors de ma première lecture puisque j'avais l'impression d'avoir oublié pas mal de choses et que si je me lançais bille en tête dans la lecture du tome 2, j'allais ne plus comprendre grand chose en fait à l'intrigue principale. On va découvrir Sophia qui est la fille de 2 éminents explorateurs qui vont disparaître au cours de l'une de leurs nombreuses expéditions lorsque Sophia est toute petite. Du coup, elle va être recueillie par son oncle qui va l'éduquer, prendre soin d'elle. Lui aussi, il est explorateur. Et un jour, il va se faire kidnapper. Et du coup, Sophia va partir à sa recherche. Et il faut savoir que ce qui est original dans ce récit, c'est qu'il y a eu une espèce de phénomène absolument incroyable qui a bloqué tous les pays du globe à des périodes historiques différentes. Ainsi, on a plusieurs temporalités qui se côtoient les unes à côté des autres. Donc c'est un fait inexplicable, mais c'est un fait qui est connu de tous pour le plus grand plaisir des explorateurs. Et alors, ce que j'ai trouvé absolument passionnant dans cette histoire, c'est tout ce qui entoure la cartographie, qui est vraiment au cœur du récit, puisqu'il n'existe pas dans cette histoire de simples cartes de papier, mais en fait, on a comme ça la possibilité de créer une carte à partir de rien et surtout sur une multitude de supports différents tels que de l'argile, tels que du tissu, tels que du verre afin de restituer la réalité d'une période, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau des personnes qu'il y avait à ce moment-là. En bref, voilà, c'est absolument passionnant. J'ai redécouvert ce récit avec un grand plaisir, un plaisir absolument intact par rapport à la première fois. Et puis je me suis aussi rendu compte en relisant cette histoire que finalement, je me souvenais plutôt pas mal de la première partie. C'est plutôt le dernier tiers qui m'avait un peu échappé et ça aurait été franchement dommage de passer à côté parce que c'était celui qui était le plus important pour la bonne compréhension de l'histoire. C'est un véritable récit d'aventure, il se passe plein de choses. Les personnages, tant les personnages principaux que les personnages secondaires, sont extrêmement intéressants. J'ai adoré ce récit. Si vous ne le connaissez pas, s'il vous tente, je ne peux que vous le conseiller chaudement et maintenant je me sens fin prête à pouvoir découvrir enfin le tome 2. Je passe à Entre-deux mondes, c'est écrit par Olivier Norek et moi je l'ai dans sa version poche. Donc ce livre, c'est l'un des 2 romans que j'ai choisi d'emmener avec moi pendant nos quelques jours de vacances en Normandie au mois d'août. Et c'est franchement pas, comme ça, au premier abord, le genre de récit qui me botte, étant donné que c'est un policier, et moi les policiers, c'est franchement pas trop mon truc. Voilà, j'aime bien lire comme celui-ci de temps en temps,
histoire de m'ouvrir à de nouvelles choses et puis eh bien, de ne pas toujours lire la même chose, surtout le même type de récit. Et en plus de ça, j'avais très envie de découvrir la plume de Olivier Norek. Franchement, c'est difficile pour moi de mettre une note excellente. Je mets donc à ce livre la note de 2,5 sur 5, soit la moyenne. C'est pas parce que je l'ai trouvé mauvais, c'est parce que c'est clairement pas mon genre de lecture de prédilection. Voilà. Quoi qu'il en soit, le point de départ de l'histoire est très très intéressant. On va découvrir Adam, qui est un policier syrien. Il vit en Syrie et il lutte contre son gouvernement de manière la plus discrète possible. Donc c'est le gouvernement de, vous savez, Bachar el-Assad. Et eh bien, Adam est dans la police un petit peu en tant que taupe, vous voyez, donc en tant qu'informateur. Sauf que eh bien, tout ça risque de se retourner contre lui et il va faire sortir de Syrie sa femme et sa fille avant que sa couverture ne soit découverte. Et il va leur demander de rejoindre l'Angleterre, mais pour ça, elles vont devoir faire pas mal d'escales, pas mal d'étapes, emprunter plein de moyens de transport différents. Et il est question qu'ils passent en Angleterre tous ensemble, mais que sa femme et sa fille l'attendent à Calais, en France, dans un énorme camp de migrants. Et lorsqu'il va être fin prêt de son côté, Adam va à son tour quitter la Syrie, rejoindre la France, rejoindre Calais et ce qu'on appelle là-bas la jungle, donc ce camp énorme de migrants. Et il va rechercher sa femme et sa fille, mais il ne va pas les retrouver. Donc c'est un récit que j'ai trouvé sombre, franchement très sombre. C'est pas du tout un récit qui fait peur, c'est pas... voilà. Mais en tout cas c'est un récit qui met l'accent sur la misère, qui met l'accent sur la cruauté humaine, sur la torture un petit peu aussi. Bref, sur plein de choses comme ça, guère réjouissantes. Paradoxalement, c'est un livre que j'ai franchement eu du mal à lâcher. J'ai assisté à la lente descente aux enfers de notre personnage principal, Adam, en grinçant des dents, hein, la majeure partie du temps, parce que le pauvre, franchement, il inspire de la pitié. On a l'impression que personne ne peut rien pour lui. Voilà, ça a été un roman difficile, assez... bouleversant. J'ai franchement pas envie de lire fréquemment ce type de roman, mais je pense que j'ai quand même bien fait de le lire. Ça permet de se documenter, ça permet aussi de pas se voiler la face. Alors après, j'ai eu un coup de cœur. Ouais. Donc j'ai lu le Tu comprendras quand tu seras plus grande, sorti au livre de poche. Celui-ci aussi, je l'ai emmené pendant les vacances. J'ai eu le temps d'en lire une centaine de pages sur le chemin du retour et puis j'ai terminé tranquillement à la maison. Franchement, j'ai su que ça allait être un coup de cœur après la première dizaine de pages, donc ça a été vraiment très très rapide pour moi. C'est le deuxième Virginie Grimaldi que j'ai eu l'occasion de lire. J'avais déjà lu de cet auteur le premier jour du reste de ma vie, que j'avais trouvé sympathique, mais pas du tout transcendant non plus, hein. Ça cassait pas trois pattes à un canard, c'était chouette, mais c'était pas non plus le genre de lecture mémorable. Là par contre, celui-ci, je pense que je l'oublierai pas de sitôt. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et j'ai encore plus aimé tous les personnages. Donc on va découvrir Julia qui est psychologue et elle va travailler pour la première fois au sein d'une maison de retraite. Il lui faut du boulot et là en l'occurrence il y avait une place de libre. Alors on sent qu'elle ne fait pas de franche gaieté de cœur, hein. C'est-à-dire que les personnes âgées c'est pas trop son truc, dans le sens où eh bien, elle a en tête absolument tous les clichés de la personne âgée, possible, imaginable, c'est-à-dire la vieille personne qui radote, qui raconte sans cesse sa vie, qui est incontinente, qui passe ses journées à regarder Plus belle la vie. Et pourtant, à sa plus grande surprise, elle va énormément se plaire dans la résidence des Tamaris. Et elle va sympathiser très rapidement avec ses collègues de travail, mais elle va aussi et surtout sympathiser et se rapprocher des résidents. C'est un récit que j'ai trouvé hyper touchant, mais c'est pas un récit qui est, si vous voulez, triste. Alors, c'est une histoire qui aborde des sujets tristes. Je veux dire, on parle quand même de mort, on parle quand même de rupture, mais l'auteur a une plume mais tellement drôle. Quand j'ai parlé de cette lecture sur Instagram, il y a l'une d'entre vous qui m'a laissé en commentaire: je ne sais pas comment tu as fait pour trouver ce récit drôle. Mais parce que c'est bourré d'humour, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas une dizaine de pages qui s'est passé que je rigolais à chaque fois comme une baleine. Je n'ai pas arrêté de rire du début à la fin. Et franchement, c'est une lecture qui est tombée bien, à point nommé. Et franchement, cette lecture, elle m'a un petit peu... elle a été salvatrice, vous voyez.
Elle a réussi à me changer les idées, à me remonter le moral. Dès que je progressais un petit peu dans cette histoire, je me sentais obligée de raconter dans le menu ce qui s'y déroulait à mon amoureux parce que j'avais envie de lui faire partager mon enthousiasme. Il y avait un twist à la fin que je n'ai absolument pas vu venir, c'est-à-dire qu'à aucun moment du récit je me suis dit il y aura un twist, c'est sûr. Non, non, pas du tout. J'avais plutôt l'impression, vous voyez, d'assister à une tranche de vie absolument réjouissante et je me suis pas dit oh tiens, il va y avoir quelque chose. Mais j'ai trouvé ça donc bien amené, tout à fait inattendu hein, encore une fois, et oh là là, qu'est-ce que c'était bien, N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre Virginie Grimaldi préféré. Je suis très curieuse de savoir si c'est celui-ci ou si c'est l'un de ses autres titres. Et c'est pas fini pour les coups de cœur, puisque j'ai aussi eu un coup de cœur pour le tome 3 d'une série que j'adore, qui est Kéléana. C'est écrit par Sarah Gimas et c'est sorti aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors, donc j'ai, pour la petite histoire, énormément apprécié le premier tome, bien que je l'avais trouvé un peu trop introductif. Et j'ai ressenti un coup de cœur pour le tome 2, coup de cœur qui a donc été réitéré avec ce tome 3. Je me demande un petit peu ce qui va se passer pour le tome 4. Alors, je m'étais procuré le tome 4 en anglais, puisque à l'époque, il n'était pas question que La Martinière Jeunesse traduise la suite de cette série en français, étant donné que le succès n'avait pas franchement été au rendez-vous. Mais étant donné que l'autre trilogie de l'auteur, qui est Un palais d'épines et de roses, j'arrive jamais à retenir le titre de cette trilogie, je n'y arrive pas, bref, vous voyez de quel livre je parle. Et bien cette trilogie-ci a eu beaucoup de succès, du coup il a été question que La Martinière Jeunesse finalement reprenne la traduction française de Kéléana. Et d'ailleurs, le tome 4 a été traduit et est sorti en français fin septembre, ou en tout cas s'il n'est pas sorti au moment où vous verrez cette vidéo, c'est imminent. Et ils ont du coup ressorti les 3 premiers tomes avec de nouvelles couvertures que j'aime pas du tout. Donc du coup plus rien ne va matcher dans ma bibliothèque. Mais tant pis, c'est pas grave, j'ai commencé cette série en français. Vu qu'on a la suite en français, je vais pas me faire prier. Voilà, je la poursuivrai dans cette langue-là. Alors quand j'en ai parlé, je ne sais plus si c'était en story ou dans un vlog. Mais en tout cas, on m'a dit, sache qu'il y a eu toute une polémique au sujet de cette série. Parce que la traductrice n'a pas traduit la totalité en fait du texte de Sarah Gimas. Mais ça c'est impressionnant hein, dans le sens où il y a plusieurs pourcents du livre manquant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toute une page que la traductrice a dit non, là je traduis pas. C'est juste dingue. Donc je comprends si on n'a pas commencé cette série et qu'on hésite que ça puisse rebuter de la commencer en français. Personnellement, j'ai lu ces 3 premiers tomes sans savoir tout ça et du coup ça m'a pas empêché de passer un super moment. À aucun moment je me suis dit oh là c'est chelou, il manque des trucs, je comprends rien. Non, ça me l'a pas du tout fait. Donc c'est pour ça que je poursuivrai en français. Maintenant, si je l'avais su dès le départ, peut-être que du coup c'est une série que j'aurais lue dès le début en anglais parce que c'est assez frustrant et puis même je sais pas, je veux dire... J'essaie de me mettre à la place de Sarah Gimas, je ponds un roman qui a beaucoup de succès partout et dans un pays il est traduit mais pas en totalité et la traductrice traduit un peu à sa sauce dans le sens où elle reformule des phrases qui du coup n'ont pas le même sens que ce que l'auteur souhaitait au préalable. C'est quand même un petit peu culotté quoi, je veux dire, il y a une question de droit d'auteur à un moment donné, enfin bon bref, on va pas rentrer dans cette polémique là. Mais j'ai découvert tout ça après ma lecture du tome 3, je suis un peu tombée des nues. Quoi qu'il en soit, encore une fois, remettons les choses en perspective, je ne savais pas tout ça, j'ai quand même eu un coup de cœur pour le tome 2 et j'ai aussi eu un coup de cœur pour le tome 3 pour vous dire à quel point moi je trouve que l'univers de Sarah Gimas est absolument ahurissant, est absolument complexe et l'écriture est très très immersive et addictive aussi, c'est-à-dire que lorsque je rentre dans ce livre, mais j'ai tellement de mal à le lâcher, et puis Kéléana est une héroïne tellement profonde, tellement badass, tellement incroyable. Gros coup de cœur en ce qui me concerne, et vivement la lecture du tome 4, même s'il va falloir que je l'achète avec cette couverture. Oh. Les derniers livres que je vous montre dans cette vidéo, c'est le tome 2 de la série Cassidy Blake de V.E. Schwab, ou plutôt Victoria Schwab, puisqu'elle signe tous ses romans jeunesse par son prénom et tous ses romans young adulte et adulte par ses initiales V.E.
et son nom de famille Schwab. En tout cas, ce livre m'a été envoyé par les éditions Lumen. Un grand merci à eux pour cet envoi. Ils m'avaient déjà envoyé le premier tome que j'avais beaucoup aimé. J'adore retrouver cet auteur dans ses différents univers et celui-ci est vraiment un petit bijou pour la jeunesse et pour tous les passionnés de récits de fantômes. Dans cette histoire, donc, on découvre Cassidy qui a la particularité de voir les fantômes et d'aller derrière le voile dans leur univers à eux, qui est une espèce de entre-deux, entre l'au-delà et entre notre monde à nous. Et elle a la possibilité donc de voir les fantômes depuis qu'elle a eu un accident au cours duquel elle a failli perdre la vie. Donc c'est un fantôme qui lui a sauvé à ce moment-là la vie et depuis ils sont devenus meilleurs amis, ils ne se quittent pour ainsi dire pas. Et la particularité de ce récit, c'est que chaque tome se passe dans une ville différente, puisqu'il faut savoir que les parents de Cassidy sont historiens et puis je ne sais plus quoi d'autre. En tout cas, ils sont les grandes stars d'une émission de télévision dans laquelle ils visitent comme ça plusieurs villes où ils vont parler de fantômes, parler des fantômes propres à cette ville-là. Donc le premier tome se passait à Édimbourg en Écosse et là pour le coup avec ce tome 2, on part à Paris, on va visiter les catacombes et plein d'autres endroits un petit peu glauques et macabres, mais c'est pas du tout un récit qui fait peur. Encore une fois, c'est un récit pour la jeunesse, c'est tout juste chouette. Je trouve que c'est très très bien écrit, les personnages sont de plus en plus attachants, on en découvre vraiment davantage dans ce tome 2 sur l'étendue des pouvoirs de Cassidy et c'est vraiment passionnant. J'en attends à chaque fois un petit peu plus, c'est-à-dire que quand le tome se termine, ça me l'a fait pour le premier tome et ça me l'a aussi fait pour ce deuxième tome, je me dis ah c'est déjà fini, j'aurais voulu aller encore un tout petit peu au-delà de ce qu'a fait l'auteur. Peut-être que ce sera le cas avec le troisième tome qui n'a pas encore été traduit, mais je peux d'ores et déjà vous dire, j'avais regardé sur internet, ça se passe en Italie, je crois que c'est à Venise ou Florence, je sais plus, l'une de ces deux villes en tout cas. C'est un super récit pour la jeunesse, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est addictif, c'est dynamique, il se passe plein de choses. Cassidy rencontre plein de gens, que ce soit des gens en chair et en os comme vous et moi, ou alors des esprits. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'elle a fait une rencontre très importante dans le premier tome. J'avais peur que l'auteur mette ce personnage-là un petit peu de côté et l'occulte, et il n'en est rien. Même si Cassidy n'est plus dans le même pays que cet autre personnage, eh bien, il se téléphone souvent et puis ça fait avancer comme ça un petit peu l'histoire. Donc une très bonne lecture à laquelle j'ai mis la note de 4 sur 5. Et c'est donc avec ce livre que je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui et surtout pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!